Eh bien, bonjour. Ce soir, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'explorer une notion qui est constamment utilisée, une conception dont tout le monde parle, qui est la conception identitaire de la nation, d'un peuple, tout ce qu'on voudra, d'un groupe humain quelconque, d'essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire finalement, et du coup de jouer le rôle du philosophe, qui consiste pas simplement à faire des commentaires sur ce qui est dit, mais à revenir sur les concepts, les évidences à partir desquelles on en parle. Je le ferai en parlant de la naissance de l'extrême droite en France, tout simplement parce que c'est ce courant politique, intellectuel, qui a inventé cette notion que maintenant on appelle identitaire, qui ne s'appelait pas comme ça à cette époque, et qui en a tracé les contours. Donc, je serai amené à raconter un peu ce qui s'est passé au début. Non pas qu'à l'origine, les choses soient plus vraies que ce qui a suivi, mais c'est vrai que quand on étudie le début d'un mouvement, souvent c'est plus facile d'expliquer les options, pourquoi il avance les idées qu'il avance, etc. Il y a beaucoup d'explications. Donc voilà, on va utiliser ce qui s'est passé au début pour essayer de comprendre à quoi correspond cette notion d'identité dont on nous rabat les oreilles depuis quelques années. Ça sera aussi une façon de contribuer à cette thématique dont on parle depuis le début de l'année, qui est qu'est-ce qu'une culture, quels sont les rapports entre les cultures, etc. Évidemment, je n'aurai pas le temps de raconter toute l'histoire de l'extrême droite et de parler beaucoup de l'extrême droite aujourd'hui. Je ferai quand même quelques incursions, mais je ne le ferai pas de façon systématique. Du coup, je vous renvoie sur la façon dont les choses se sont prolongées. Je vous renvoie au livre de Gérard Noiriel, Le venin dans la plume, qui est un excellent ouvrage d'historien qui fait une comparaison entre ce que faisait Drummond, Édouard Drummond, dont je vous parlerai aujourd'hui, et Zemmour. Et qui montre que la cible a changé, c'est-à-dire que la cible de Drummond, c'était les Juifs, et la cible de Zemmour, ce sont d'abord les musulmans, mais que, bien que la cible ait changé, le discours est extrêmement proche. Hein, et il le fait en historien sérieux, c'est-à-dire en allant chercher ces informations, en comparant avec des scrupules scientifiques, ce qui est rare sur ces questions. Et puis, je vous rappelle que mon petit livre, aussi sur qu'est-ce qu'est devenu l'extrême droite depuis Drummond, donc le FN et la société française, ça vous permettrait aussi de savoir, à partir de Drummond, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Certains ne l'ont pas encore lu. J'en ai apporté quelques-uns pour le cas où ils seraient intéressés, pour la modique somme de 10 euros. Alors, l'histoire de l'extrême droite française, c'est facile, elle commence à une date précise.
c'est en 1886. En 1886 paraît l'ouvrage d'Édouard Drummond, La France juive. La France juive. Voilà, c'est 1500 pages. Là, il n'y a qu'un volume. Et ça va avoir une importance, une très grande importance. Parce que ce livre va être non seulement le départ de la doctrine d'extrême droite, mais aussi le départ des mouvements d'extrême droite. Les premiers mouvements d'extrême droite, qui s'appellent souvent quelque chose comme Ligue antisémitique, des choses comme ça, en fait, partent du livre de Drummond. Souvent, Drummond participe à ces équipes, et ça a été vraiment la naissance de ce qu'on peut appeler extrême droite en France. Avant la France juive, évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui existaient déjà. Il y a des... finalement, Drummond n'a rien inventé, il a recollé des bouts qui existaient déjà. En particulier, il y avait un livre, je ne me rappelle plus son prénom, Alphonse Toussenel, Les Juifs rois de l'époque, qui avait paru en 1845, où vous trouverez une partie des idées de la France juive. Mais Drummond, on peut dire, est le premier à avoir fait la synthèse. Il a mis tous les bouts ensemble, il en a fait quelque chose qui est cohérent, qui est un système, et ça, c'est la première fois que c'était fait en France. Ça existait déjà en Allemagne, au moment où il l'a fait, mais ça n'existait pas en France. Pour le cas de Drummond lui-même, d'où lui est venue cette frénésie, parce que quand même la France juive, c'est d'abord une avalanche de ragots, de discours malveillants, de rumeurs, etc., hostiles aux juifs. C'est la base du livre, c'est ça. Alors, on le sait, en particulier parce qu'il y a un biographe de Drummond qui a écrit, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, un livre bien très informé, qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui s'appelle Édouard Drummond, et qui a montré que dans la famille Drummond, il y avait... Alors là, les psychanalystes vont sortir leur... il y avait un secret honteux. Que Drummond a caché tant qu'il a pu, et puis finalement ça a fini par s'ébruiter. Cette chose honteuse, c'était que son père est devenu fou. C'est-à-dire au milieu de sa vie, son père s'est mis à avoir des crises de démence, et il a été enfermé, et il est resté enfermé dans un asile psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il faut se replacer dans l'époque où les théories, comme vous savez, psychiatriques, étaient extrêmement axées sur l'hérédité. On expliquait beaucoup la folie par l'hérédité. Et donc, le petit Drummond, comme vous imaginez, lui-même a passé toute sa vie angoissé à l'idée de ce qui pourrait lui arriver. Et quand ses adversaires ont su quel était le secret de la famille, évidemment, ils l'ont utilisé contre lui en disant « mais ça se voit, en fait, il suffit de le lire pour voir qu'il est fou, ce mec, etc. » Qu'a fait Drummond? Là aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour
il a transféré la malédiction de la folie sur les Juifs. C'est-à-dire que quand on lit la France juive, on se rend compte que Drummond dit que parmi les maux héréditaires qui accablent les Juifs, il y a, et quand il se met à décrire, c'est exactement tous les symptômes de son père. Et donc, de façon manifeste, la malédiction de la maladie, il l'a transférée page après page sur les Juifs. Et par ailleurs, ce qui est en face, ce qui reste pur de toute contamination, etc., ce sont les Français, ariens, etc., lui et sa communauté. Voilà, donc du point de vue biographique, c'est pas très difficile de comprendre ce qui s'est passé, mais la biographie, elle suffit jamais, parce que pourquoi, par exemple, c'est les Juifs qui l'accable, pourquoi il le fait dans les termes dans lesquels il le fait, et ça demande à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe autour de lui et sur ce qu'il a inspiré. Alors ce qu'il a inspiré, c'est deux courants qu'on retrouve très explicitement dans son œuvre. Le premier, c'est la droite catholique de l'époque. Drummond, au milieu de sa vie, se convertit au catholicisme, et il se convertit en prenant pour confesseur et comme guide spirituel le Père du Lac. Et le Père du Lac, c'est le chef de file des intégristes de l'époque, c'est-à-dire des gens qui refusent la République, la laïcité, les droits des citoyens, le libre examen, etc. Et en plus, vous devez le savoir, à la fin du XIXe siècle, la droite catholique est fanatiquement antisémite. La Croix titre à un moment que c'est le journal le plus antisémite de France. C'est peu imaginable aujourd'hui, tel quel, mais voilà, c'était comme ça. Et il y avait une obsession anti-juive dans les milieux catholiques, traditionnalistes, intégristes, etc. Et c'est justement le Père du Lac qui est le chef de file de ce courant, qui est le directeur spirituel de Drummond. Ils vont écrire ils s'envoient des lettres constamment. Et finalement, la pensée de Drummond, elle est en partie construite par ce courant politique. Deuxième élément, justement au début des années 80, se constitue en Allemagne aussi une extrême droite, qui sera après sur d'autres bases que l'extrême droite française, mais qui est tout autant extrême droite et qui repose sur deux éléments qu'on retrouve chez Drummond, qui sont le mythe arien. Alors ça, rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça que je vais raconter, le mythe arien, l'histoire de l'imaginaire des Indo-Européens, etc. Et du coup, le rôle que ça a pu avoir, par exemple, dans le nazisme. Et le racisme biologique. L'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, il y a une culture qui se constitue bien au-delà de l'extrême droite et des mouvements racistes, etc., qui est une culture qui explique tout par le biologique. Ça moi, je l'ai montré dans un autre écrit. Ça
tout est pensé en termes biologiques, en termes d'organisme, de vitalité, etc. Bon. Et ça, c'est un deuxième élément que Drummond va reprendre à son compte. Et je vous le dirai un peu tout à l'heure, ça va être par contre délaissé en grande partie par l'extrême droite française, notamment à partir de Maurras. C'est un élément qu'on trouve très profondément dans les œuvres de Drummond, mais il va y avoir... ils seront aussi racistes que les Allemands, hein, mais ils le seront différemment, pas à partir d'un racisme biologique comme les Allemands. Drummond, si. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la France juive, et en particulier, notre fil directeur ce soir, c'est comment elle va construire une conception identitaire de la nation, du peuple, etc. Donnons la parole au principal intéressé, donc France juive. Une phrase sur laquelle je reviendrai après. Par leur qualité comme par leurs défauts, les deux races, donc ce qu'il appelle les sémites, mais en fait c'est essentiellement les juifs, et les Aryens, dit-il, sont condamnés à se heurter. Le sémite est mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé. L'Aryen est enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu'à la naïveté. Le sémite est un terrien, ne voyant guère rien au-delà de la vie présente. L'Aryen est un fils du ciel, sans cesse préoccupé d'aspirations supérieures. L'un vit dans la réalité, l'autre dans l'idéal. Ça ne sera pas du tout le discours de Maurras. Hein, ça. Le sémite est négociant d'instinct. Il a la vocation du trafic, le génie de tout ce qui est échange, de tout ce qui est une occasion de mettre dedans son semblable. L'Aryen est agriculteur, poète, moine et surtout soldat. La guerre est son véritable élément. Il va joyeusement au-devant du péril, il brave la mort. Le sémite n'a aucune faculté créatrice, au contraire, l'Aryen invente. Et je vous lis encore un petit prolongement, quelques pages plus loin. Les principaux signes auxquels on peut reconnaître le juif restent donc ce fameux nez recourbé, les yeux clignotants, les dents serrées, les oreilles saillantes, les ongles carrés au lieu d'être arrondis en amande, le torse trop long, le pied plat, les genoux ronds, la cheville extraordinairement en dehors, la main moelleuse et fondante de l'hypocrite et du traître. Ils ont assez souvent un bras plus court que l'autre. Voilà, ces petits passages, déjà, ça nous ouvre une fenêtre sur ce qu'il y a dans ce livre. On va dire, il y a trois volets déjà dans ce qui vient d'être dit. Une conception de la communauté, une conception de l'histoire, de la façon dont les choses changent ou ne changent pas dans l'histoire, et une conception des relations qui existent entre communautés. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas tel sémite ou tel... C'est les sémites. Hein, et pareil pour les Aryens, c'est les Aryens. Ça constitue un bloc homogène. Ils forment un ensemble d'où ils ne dépassent aucune oreille, même saillante. Ils ont
chacun dans sa communauté, les mêmes traits caractéristiques. Et ces traits caractéristiques, ils sont physiques, et vous avez vu ça, il y a des moments où ça ressort. Ces traits physiques, finalement, désignent des qualités ou des défauts moraux. C'est pas que physique. Et ça correspond à quelque chose de très caractéristique qu'il y a dans l'œuvre de Drummond, c'est qu'il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas d'individu. Tous les individus reflètent les caractéristiques de leur communauté. Ils ne peuvent pas être autrement, sauf à devenir des monstres. Donc il n'y a pas d'individu singulier, si vous voulez, particulier, qui peut avoir une voix originale, sauf monstruosité. Et puis, il n'y a pas d'humanité. Ça n'a pas de sens pour Drummond. On part d'une logique dans laquelle il y a des groupes qui sont des groupes fermés, homogènes, etc. Et ils sont tellement séparés que Drummond dira souvent que c'est une différence d'espèce qu'il y a entre eux. Entre l'arien et le sémite et le juif, c'est une différence d'espèce. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien de commun. Il n'y a rien qui peut constituer une humanité ou qui pourrait donner un sens à des valeurs universelles. Ça n'existe pas, les valeurs universelles dans la France juive. Cette conception est fondée sur ce qu'on pourrait appeler un dogme anthropologique, qui est la fatalité ethnique. L'individu est tellement déterminé à reproduire les traits de son groupe que c'est pour lui une fatalité. Il ne peut pas en dévier. Alors évidemment, il y a, comme toujours chez Drummond, des anecdotes qui le démontrent. D'abord une petite anecdote. Vous voulez savoir ce qu'est la voix du sang ? Demandait à ses amis un duc français qui, malgré les larmes de sa mère, avait épousé une Rothschild. Regardez, il appelle son petit garçon, tire un louis de sa poche et le lui montre. Les yeux de l'enfant flamboient. Voyez, reprend le duc, l'instinct sémitique se révèle tout de suite. Voilà, ça c'est le genre anecdote. Et puis, il y a tout un discours qui n'est pas qu'un discours de Drummond, mais qui est assez répandu à cette époque-là, sur le langage. Le langage serait un exemple de l'impossibilité pour les communautés de se rapprocher et de la différence fatale bien pour Drummond, mais il n'est pas le seul à dire ça à cette époque. Les Juifs ne sont jamais arrivés et n'arriveront jamais à parler français comme nous. Cette impuissance à s'assimiler dans sa substance même la langue d'un pays s'étend jusqu'à la prononciation. Alors, à l'époque, et c'est souvent ça part souvent de la droite catholique, il y a des livres dans lesquels les Juifs parlent et au lieu de mettre des V, on met des B, etc. Vous voyez, c'est une façon de se moquer du langage des Juifs. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait effectivement des Juifs allemands récents ou des Juifs russes qui avaient émigré en France et qui parlaient effectivement avec un accent. Ceci dit, il y avait des Juifs qui étaient là depuis des millénaires et qui parlaient le français comme les autres.
la plupart de nos juifs instruits eux-mêmes ont un accent particulier qui les fait reconnaître sans les regarder. C'est une marque de race. Cette fatalité ethnique permet à Drummond, et après ça sera repris par tous ses successeurs, de parler non pas des Juifs, mais du Juif. Dans son livre, on parle tout le temps, on dit le Juif, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Juif, depuis toujours et partout, qui est le même Juif, eh bien, il peut être mis comme ça dans une unité totale. Le Juif. Et ça montre combien, pour lui, il est impossible de s'écarter du type. Alors, si un groupe, du coup, a des défauts, ce défaut apparaît chez chaque membre du groupe, quel qu'il soit, où qu'il soit, comme un défaut insurmontable. Et c'est ce genre de phrases qui sont ressorties au moment de l'affaire Dreyfus, où par exemple Drummond dit « Il est incontestable que tout juif trahit celui qui l'emploie ». C'est incontestable, et ça concerne, vous voyez, pas tel ou tel juif, mais tout juif, quel qu'il soit. C'est ça la fatalité ethnique. À partir du moment où on a cette naissance, cette origine, qu'on fait partie par notre origine de ce groupe, eh bien, on n'y échappe pas. Et vous voyez le rapport avec l'histoire du racisme, puisque bien sûr, c'est un des éléments déterminants du racisme. Alors, donc, premier élément, la communauté, c'est ce qu'on vient de décrire. Deuxième élément, si vous avez fait attention dans ce que j'ai lu, il n'y a pas de date. C'est le juif intemporel, l'arien intemporel. Et ça correspond à une deuxième idée qu'on trouve dans la France juive, qui est l'idée d'identité collective immuable. Ils ont toujours été, les Ariens ont toujours été, les Juifs ont toujours été ceci ou cela. Alors les Juifs, évidemment, ce qu'ils ont toujours été, c'est mal intentionnés et des usuriers. Drummond essaye un tout petit peu d'argumenter en disant, vous voyez, c'est des gens, ils n'ont pas de patrie, ils vont partout. Et du coup, les qualités que nous avons, parce que nous avons une patrie de fidélité, etc., ils ne l'ont pas. Et comme ils n'ont pas ces qualités-là, qui sont les qualités pour Drummond déterminantes, eh bien, ça fait qu'ils trahissent, ils sont déloyaux, ils volent le chrétien, etc. Oui, c'est quand même une thèse audacieuse qui dit que l'histoire est immobile. Certes, il y a le progrès technique, etc. Ça, Drummond ne le nie pas du tout, mais chaque peuple-race, on dira, lui, est immobile depuis sa naissance. C'est des essences qui existent de façon éternelle les unes à côté des autres. C'est la France éternelle, c'est le juif éternel. Ce que ça veut dire, c'est que les peuples ne se transforment pas au cours de l'histoire, ils sont immobiles, et évidemment qu'ils ne s'enrichissent jamais d'apports étrangers. C'est leur propre hérédité qui joue et jamais la rencontre avec d'autres. Troisième élément,
donc la communauté, les identités collectives dans l'histoire, et puis c'est la rencontre entre communautés. Comment se passe la rencontre entre communautés? Vous avez remarqué que dans les textes que je vous ai lus, que la différence des Juifs est une différence monstrueuse, on pourrait dire, contre nature. Hein. Ils n'ont pas les ongles comme nous, ils ont la cheville qui est extrêmement en dehors, etc. Et on l'a dit, ces déformations physiques correspondent à des déformations morales. Et quand on lit le texte, on voit que quand il dit « la main moelleuse et fondante de l'hypocrite et du traître », la qualité physique et la qualité morale qui est derrière sont associées. Ces défauts, contre nature, vont évidemment mettre les Juifs en opposition avec les Ariens chrétiens, caractérisés, eux, par un physique et un mental conformes à une harmonieuse nature, hein, évidemment. Et l'opposition, c'est là que ça se corse, elle est d'autant plus forte et fatale que les qualités ariennes et les défauts juifs s'opposent point par point. Alors, j'ai fait un petit tableau. D'un côté, j'ai mis les qualités des Ariens chrétiens français et de l'autre, les défauts des Juifs. Alors, les Ariens, ils sont heureux. Les Juifs, ils sont tristes et mélancoliques. Les Ariens sont généreux. Les Juifs sont égoïstes et profiteurs. Les Ariens sont désintéressés. Les Juifs sont cupides et mercantiles. Les Ariens sont francs. Les Juifs sont menteurs. Les Ariens sont candides, les Juifs sont rusés. Les Ariens sont héroïques, les Juifs sont lâches. Les Ariens sont idéalistes et ont des aspirations supérieures. Les Juifs sont, entre guillemets, matérialistes, c'est comme ça qu'on disait. Les Ariens sont amoureux, purs et passionnés. Les femmes juives sont lascives et vénales. Les Ariens rougissent facilement. Les Juifs sont sans pudeur. Les Ariens aiment boire. Les Juifs ne sont jamais ivres. Ça fait partie de leurs défauts. Les Ariens sont sains. Les Juifs sont malades. Les Ariens sont agriculteurs, poètes, soldats. Les Juifs sont banquiers, usuriers. Les Ariens sont patriotes. Les Juifs sont nomades et sans patrie. Et on pourrait en mettre plusieurs pages. Vous avez vu que c'est pas simplement que ils sont pas pareils, mais que chaque qualité d'Arien est niée, contredite par un défaut juif. Mais c'est exactement et dans sa tête, c'est vrai d'ailleurs des identitaires d'une façon générale. Ces gens qui sont obsédés par l'identité, en fait, ils sont incapables de la penser sans un tableau dans lequel elle est opposée aux Juifs, à l'ennemi intime. Ce que ça va donner, c'est un antagonisme d'essence. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce qui oppose dans le livre de Drummond, les Juifs aux chrétiens, ariens, etc., ce n'est pas quelque chose qui peut se discuter, qui est volontaire. Par exemple, une politique, on peut se mettre d'accord sur une politique qui n'est pas pensée de la même façon. Là, c'est pas ça du tout. C'est une opposition qui touche à l'être même de chacun.
C'est-à-dire que les Juifs, ce n'est pas simplement des gens qui pensent autrement, des gens qui ont une autre politique, c'est des gens qui, dans leur être profond, sont en opposition existentielle, on pourrait dire, avec les Ariens chrétiens. C'est, si vous voulez, la différence, c'est qu'on n'y peut rien. Ouais. Autant on peut négocier quand on a des politiques différentes, autant entre deux natures, et on a vu combien elles sont déterminées chez Drummond, entre deux natures qui sont totalement opposées, il ne peut y avoir que la guerre. La tolérance est impossible. Ouais, c'est là on est au profond de la conception identitaire. La conception identitaire, c'est une conception qui ne critique pas simplement des idées, une politique, des choix qui ont été faits par d'autres. C'est une façon de penser les différences comme des différences d'essence qui sont en opposition totale l'une avec l'autre. Et donc, c'est un piège dont on ne peut pas sortir. C'est pas négociable. C'est finalement les défauts des Juifs, ça détruit ce qu'est l'arien chrétien. C'est pas des idées sur lesquelles on peut se mettre d'accord ou pas. C'est comme, si vous voulez, la neige et l'eau, la neige et le feu. Soit le feu fait fondre la neige, soit la neige éteint le feu par l'eau, mais il ne peut pas y avoir de coexistence, de tolérance de l'un par l'autre. Eh bien, c'est ça qu'il y a au fond de la conception identitaire, qui ne s'appelle pas encore identitaire à cette époque, mais qui est toujours la conception identitaire actuelle. L'antagonisme d'essence, l'opposition de nature, et qui est insurmontable. On n'y peut rien. On est dressés les uns contre les autres, et si on laisse les autres faire, on est détruit. On a exactement la même chose dans le nazisme. Et je vous rappelle la phrase que je vous avais lue au début. Par leur qualité comme par leur défaut, les deux races sont condamnées à se heurter. C'est impossible qu'elles ne se heurtent pas. C'est impossible qu'il n'y ait pas la guerre entre elles. Vous voyez, ça c'est essentiel. Et en plus, il y a un élément aggravant. Si vous avez fait attention, les qualités des Ariens, qui les montrent francs et ouverts, les rendent particulièrement vulnérables face aux Juifs, qui sont rusés, hypocrites, calculateurs, manieurs d'argent, etc. Toutes ces qualités, j'en ai lu quelques-unes tout à l'heure, des Ariens, ça les montre candides, naïfs, généreux. Et en face, ils ont des gens qui sont calculateurs, rusés, etc. Eh bien, non seulement il y a une opposition totale, mais en plus, les uns sont en situation d'infériorité, ils sont totalement vulnérables aux autres. L'arien est un être candide, naïf, dit Drummond. Rien n'est plus facile que de lui enlever sa bourse. Voilà, c'est... donc, ça dramatise encore plus la différence, parce que c'est une différence par laquelle nous sommes faibles, sans cuirasse,
face à quelqu'un qui nous détruit, qui nous agresse. Et c'est un piège dont on ne peut pas sortir. Donc la situation de l'Arien est particulièrement critique. Et effectivement, La France juive est un livre d'angoisse. Et je vous signale que dans tous les systèmes d'extrême droite, il y a un catastrophisme. L'angoisse devant quoi? Devant la décadence, c'est-à-dire justement la perte de l'être, on pourrait dire, de la France et de l'être des Français. Pas simplement la perte de biens, mais la perte de ce qu'ils sont, de ce qu'aujourd'hui on appelle leur identité. Comment se lamente Drummond? Cette belle France, la terre de lys, le royaume du manteau bleu, comme l'azur du ciel, s'est laissé enjuiver, affublé de la toque jaune. Alors, ce n'est pas les jaunes d'aujourd'hui. Le jaune, c'était la mauvaise couleur. Déjà, la France n'est plus la France. Et vous comprenez que ce catastrophisme, il est exacerbé par les conceptions essentialistes, immuables de l'identité nationale, comme on dit aujourd'hui. Parce que le moindre changement, ça nous fait déjà courir à la catastrophe, d'autant plus que, évidemment, derrière le moindre changement, il y a une menée des Juifs. Par exemple, le divorce. On est 1884, la loi qui commence à permettre le divorce. Alors, il y a des pages de Drummond sur le sujet en expliquant que, voilà, il y avait quelque chose qui constituait la cohérence de la famille, qui permettait qu'il n'y ait pas la destruction de la famille et qui était quelque chose de raisonnable. Enfin, il ne dit pas du tout que c'est un truc de l'Église. Pour lui, c'est l'être même de la France. Qui finalement repose sur l'indissolubilité du mariage. La famille va disparaître, et avec la famille, comme vous l'avez deviné, la France. C'est un coup des Juifs. Qui c'est qui propose de changer le mariage? C'est Alfred Naquet, un Juif. L'ancêtre de Pierre Vidal-Naquet. C'est lui qui en est l'instigateur. Et vous voyez bien que c'est une sorte de complot contre l'âme française. Et Drummond conclut ce passage en disant « L'action de cette race, donc juive, qui, non satisfaite de se faire une place prépondérante dans une société qu'elle n'a pas créée, veut en modifier toutes les coutumes et toutes les lois à son point de vue personnel. Donc, suivant son intérêt et suivant sa nature qui est mauvaise. Deuxième exemple qui traverse toute l'extrême droite, c'est la criminalité. C'est pas l'extrême droite actuelle qui a inventé l'argument de la criminalité. Je vous lis. Assassiner, ruiner, dépouiller le chrétien constitue pour eux, les Juifs, un crime agréable à Dieu. Et ça part sur les faits divers, comme aujourd'hui, et sur les chiffres.
Alors les chiffres, à l'époque, on n'en a quasiment pas. D'ailleurs, il le reconnaît un peu. Mais quand même, même si on n'a pas les chiffres, c'est immense le nombre de crimes qui sont commis par les Juifs, etc. Et qu'est-ce que ça montre? Ben, c'est un exemple typique pour Drummond de cette nature juive qui dissout la société française, qui la détruit. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais des exemples comme ça. Drummond, c'est un peu quelqu'un qui court constamment pour fermer les brèches. Et les brèches, c'est tout ce qui change, toute transformation de la société. Et alors, par exemple, pour nous, c'est rigolo maintenant, le cancan. Le cancan, au départ, il n'était pas français, c'était pas le French cancan. Ça venait, je crois que ça venait d'Angleterre, je ne sais plus. Et du coup, quand ça arrive en France, Drummond est scandalisé. Et il dit, c'est les Juifs qui nous ont amené ça, et ça va être la dissolution des mœurs, etc. Ou une réforme de l'orthographe. Réforme de l'orthographe, eh bien, c'est la langue française qui va être détruite, etc. Vous voyez, c'est vraiment une conception du monde catastrophiste. Finalement, il y a des identités collectives, et tout allait bien, c'était merveilleux. Et puis, il y a des gens qui viennent les détruire. Et comme on peut constater des changements constamment autour de nous, eh bien, c'est un discours de regarder encore quelque chose qui s'est produit et qui détruit la France, c'est-à-dire l'identité, vous avez compris, l'identité de toutes les qualités aryennes que je vous ai lues tout à l'heure. Conséquence, dans les préconisations, on pourrait dire, de Drummond, il faut réagir. On a été confiant, généreux, etc. Et évidemment, il ne faut plus l'être. Et il faut réagir avec beaucoup de... Face à une agression inouïe, il faut, on dirait de nos jours, une légitime défense inouïe. Et donc, il faut... alors, ça va de rétablir les discriminations contre les Juifs, qu'ils n'aient plus les droits, etc., jusqu'au massacre. Je lis. De temps en temps, il y a comme ça, au milieu d'un passage, un petit truc sur, si on les massacrait. Le jour où les catholiques, las de défendre cette société devenue exclusivement juive, laisseront les affamés marcher sur les maisons de banque. C'est pour ça qu'il y a à l'époque un certain nombre de gens de gauche qui se sont laissés, mais ça n'a pas duré longtemps, qui se sont laissés abuser par Drummond en pensant qu'il défendait la même chose qu'eux. Donc, laisseront les affamés marcher sur les maisons de banque comme on a marché sur les couvents. On écrasera ces mendiants d'hier devenus les tyrans d'aujourd'hui, sans que leur sang fasse une tache plus rouge que la viande cachère qu'ils mangent. Il y a quand même quelque part un imaginaire de massacre, et de temps en temps qui effleure. Donc, vous voyez que cette conception identitaire, c'est quelque chose quand même de plus précis que simplement on défend nos vieilles églises et nos terroirs. C'est d'abord ce que j'ai dit au début, la négation de l'individu et des valeurs universelles, ça c'est très très net. La fatalité ethnique, le monde comme communauté repliée sur elle-même, et l'antagonisme existentiel, irrémédiable des peuples-races, des communautés.
À partir de quoi il affirme tout ça? À partir de rumeurs, de ragots, de faits divers. Il y a énormément de faits divers, d'inventions des fois totalement délirantes, comme les Juifs qui ne seraient jamais capables de parler français. Et donc, ça aurait dû faire rire, quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des passages, quand on les relit maintenant, moi je les relis des fois devant des gens, les gens rient. Ou le rejet, parce que c'est quand même d'un racisme obsessionnel et vraiment, à certains moments, meurtrier. Mais auprès d'une foule de gens, ça va susciter l'enthousiasme. Et c'est ce qui va faire naître donc ce nouveau courant politique, l'extrême droite. Le livre, d'abord, va connaître un succès fulgurant. C'est un des best-sellers de l'histoire. C'est-à-dire que rarement un livre a eu autant de lecteurs, a été autant acheté. Au bout de quelques mois, il s'en est vendu 50 000 exemplaires. Et puis, chaque année, jusqu'à la guerre, il y aura plusieurs milliers de personnes qui l'achèteront. Et deuxièmement, ce succès de librairie, il va donner, justement par l'enthousiasme qu'il va produire, par l'effet qui est visible qu'il aura, il va donner des tas d'idées à des gens qui vont vouloir intervenir, par exemple dans les domaines politiques, à partir de ça. C'est déjà les ligues d'extrême droite, donc, qui vont naître dans la foulée de la France juive. Et puis, un exemple très caractéristique, significatif, c'est un jeune écrivain qui va se lancer dans la politique en s'en inspirant. Ce jeune écrivain, c'est Maurice Barrès. D'abord, il va reprendre à son compte la conception identitaire, raciste dont je vous ai parlé. Vous retrouvez ça dans Scènes et doctrines de la vie nationaliste, qui est paru en 1902, mais qui sont un recueil d'articles, de textes qu'il a écrits tout au long des années 90, en particulier au moment de l'affaire Dreyfus. Et puis, il va le théoriser en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va expliquer que là, dans finalement cette conception identitaire dont je viens de parler, se trouve, il dit, la formule populaire. Formule populaire à prendre au sens de formule magique, et de formule magique qui fera que même sans programme social, sans ce qui devrait intéresser le peuple, qui devrait attirer les votes populaires, sans tout ça, on a un moyen magique d'attirer les votes populaires, de devenir, de séduire les foules. Il le dit, et non seulement il le dit, mais il le fait, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, publier dans le Figaro en 93 des articles qui seront réunis après sous le nom de « Contre les étrangers », ça vous dit un peu à quoi ça ressemble. Et vous savez, c'est l'époque où, en 89, il y a la crise du boulangisme, le général Boulanger, et Maurice Barrès fait partie des boulangistes. Il va voir le général Boulanger, il le raconte lui-même dans son livre qui s'appelle « L'appel aux soldats ». Il va voir le général Boulanger et il lui dit « il y a un truc maintenant qui permet de faire voter pour vous, et de faire voter énormément. Vous devriez l'utiliser. » Et ce truc, c'est la conception identitaire, raciste, etc. Le général Boulanger refuse.
Le général Boulanger a refusé tout au long, tant qu'il a eu du pouvoir sur ses troupes, il a refusé l'antisémitisme, il a refusé le racisme, etc. C'était pas pour ça que c'était un démocrate. Hein. Mais sur ce plan, il est resté très ferme. Et Maurice Barrès, dans l'Appel aux soldats, il dit, dans le fond, c'est un idiot, il n'a pas compris. Moi, j'ai utilisé ça et j'ai été élu. Et effectivement, il a été élu et il a été député pendant de nombreuses années. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que ça donne des idées, comment dire, l'espèce de ferveur, l'émotion qu'a produit ce livre. Et ces idées, elles sont immédiatement utilisées en politique. Et Maurice Barrès, de ce point de vue, c'est un exemple caricatural. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Qu'est-ce que... Barrès, c'est Barrès là dont je parle. C'est quelle heure là? Bon, j'ai quand même encore je veux laisser du temps pour parler, parce que ça, c'est un sujet chaud sur lequel il faut qu'il y ait... Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que ça, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça, c'est le noyau dur des extrêmes droites. Passé plus de 20 ans à travailler sur les différentes extrêmes droites qu'il y a eu en Europe, etc. Vous trouvez ça toujours. Autant il y a des éléments qui diffèrent d'une extrême droite à une autre, etc. Ça, ce que je vous ai raconté, ça y est toujours. Hein, quelle que soit l'extrême droite dont on parle. Mais évidemment, depuis la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme et ses horreurs, ça ne se présente pas de façon triomphante comme c'était le cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. De nos jours, quand on réactualise ce genre de conception identitaire, on le fait avec de la dissimulation, des précautions de langage, des choses qui embrouillent, etc. Alors, vous trouverez tout ça dans mon livre et dans celui de Noiriel. Et donc, il faut décrypter. Et je vais vous donner deux exemples, alors là, qui nous ramènent plus proche de l'actualité. Dans les programmes et les discours du Front National sur la criminalité. Vous avez exactement ce que je vous ai raconté pour Drummond, c'est-à-dire l'accusation disant que s'il y a une forte augmentation de la criminalité, c'est à cause des immigrés. Et quand on regarde ce qui est écrit, c'est pas seulement les immigrés au sens propre, c'est-à-dire ceux qui ont un immigré, c'est quelqu'un qui était étranger dans un pays étranger et qui est venu vivre en France. Elle parle des immigrés 5 générations avant. Ce qui, évidemment, n'a pas de sens. C'est évidemment pas des immigrés. Et elle dit que c'est toutes ces populations immigrées qui sont les responsables de la criminalité de la France, dans la France d'aujourd'hui. Comment elle le présente? C'est en éliminant toutes les causes sociales de la criminalité. On ne parle plus de la pauvreté, des quartiers, etc. Et il ne reste que, comme cause, l'immigration. Et l'immigration, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a des gens qui sont venus et qui avaient un mode de vie, une culture, etc.,
qui les poussaient à la criminalité, et qui sont venus, qui sont nombreux, et qui, depuis 5-6 générations, sont responsables de la criminalité. C'est-à-dire c'est un discours délirant, mais qui est exactement le discours identitaire dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont intrinsèquement différents de nous, que leur différence n'est pas qu'une différence, mais quelque chose qui est destructeur de ce que nous sommes. Et il suffit qu'ils soient parmi nous, qu'ils coexistent avec nous, et ça produira des effets destructeurs. Deuxième exemple, sur lequel je m'attarde un peu plus, c'est la fameuse question de assimilation et intégration. Finalement, est-ce que le discours de Marine Le Pen par rapport à son père, par exemple, ne s'est pas adouci, puisque elle dit que l'assimilation des étrangers est possible dans certaines circonstances. Elle ne dit pas inassimilable. Elle l'a dit quand elle était un peu plus jeune, mais elle ne dit plus comme ça. En fait, cette distinction, intégration-assimilation, c'est justement une vieille distinction d'extrême droite. C'est eux qui ont inventé ça. Et elle ne naît pas avec Drummond. Elle ne naît pas avec Drummond parce que vous vous rappelez que Drummond, il reprend aux Allemands la conception biologique raciste. On verra la semaine prochaine, la conception biologique raciste, elle ne laisse pas d'exception. C'est mécanique. À partir du moment où on a du sang juif, nécessairement, on a un certain nombre de défauts, etc. Il n'y a pas de bons juifs. C'est Hitler qui a dit ça. Mais en France, un autre chemin a été pris. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Si Drummond se fonde sur l'arianisme, donc une théorie biologique raciste, à partir de Maurras, le racisme, qui sera toujours là et qui sera toujours violent, sera un racisme culturel. Alors culturel entre guillemets. D'ailleurs, Maurras dira « je ne suis pas raciste ». Alors qu'il est antisémite, c'est difficile de l'être plus que lui. Pourquoi ? Parce qu'il dira « ça, c'est du racisme de peau ». Hein, et moi je n'ai rien à voir avec ces théories biologiques. Alors, vous voyez d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est allé dans ce sens, c'est que, je vous l'ai dit, le biologisme, ça caractérisait la culture allemande à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Hein, et les contemporains, maintenant on l'a oublié, mais les contemporains s'en sont tout à fait rendus compte. Et donc, le biologisme, ça c'est les Allemands. Et les Allemands, c'est notre ennemi héréditaire quand même. Hein. Et puis, j'en avais parlé la dernière fois, comment réclamer l'Alsace-Lorraine alors que les Allemands qui l'ont annexé l'ont fait au nom du même sang, le fait que c'est un peuple germanique, etc. Et j'avais raconté la dernière fois comment Renan, qui pourtant allait bien dans ce sens-là, comment Renan a été amené à critiquer cette conception biologique d'un peuple, en disant en disant, c'est la moitié de ce qu'il disait, que ce qui permet de dire qu'une population
est française ou allemande, ce n'est pas leur race, leur sang, etc. C'est le désir qu'ils ont de vivre dans tel pays ou dans tel autre. Et pourtant, Renan, ce n'est pas un antiraciste du tout. Mais face à une revendication qui se fait sur la race et le sang, il répond à autre chose. Le racisme culturel n'est pas... c'est pas un demi-racisme. Mais, si vous voulez, c'est un discours qui dit que, par exemple, les Juifs, ils ont telle et telle culture, et finalement, ils la gardent. C'est-à-dire que de génération en génération, ils auraient toujours la même culture qui se continuerait. C'est en ce sens que, même si c'est culturel, c'est du racisme. Mais, quand même, petite différence entre le cas allemand et le cas français, c'est que dans le racisme français, et chez Maurras, il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a un passage où Maurras dit « il y a des juifs gentils ». À un autre moment, il dit il y a des juifs distingués. C'est sa façon de dire gentils aussi. Alors, vous inquiétez pas, ces exceptions, c'est un nombre infime. Et surtout, ça ne change rien au racisme qui s'abat sur tous les autres juifs, malgré tout. L'exception confirme la règle au lieu de la remettre en cause. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, peut-être pour comprendre cette mentalité d'extrême droite, c'est quels sont les critères qui rendent un juif gentil. Maurras l'explique en donnant des exemples. Dans un texte, il donne un exemple, un juif qui s'appelle Pierre David, et dont il dit, voilà, c'est un juif qui s'est assimilé, qui est, voilà, une vraie assimilation. Alors, ce juif, il était méritant, puisqu'il est mort pour la France. C'est pendant la guerre. Mais il n'y a pas que ça. Maurras publie des extraits de lettres que lui avait envoyées Pierre David, où celui-ci expliquait qu'il avait complètement éliminé en lui tout ce qui était juif, tout ce qui était de sa vie, de la vie qu'il a vécue jusque-là, et qu'il s'est entièrement converti au nationalisme intégral, c'est-à-dire à la conception politique de Maurras. C'est-à-dire que non seulement il s'est sacrifié, lui, comme individu, mais en plus, il a sacrifié tout ce qu'il était. C'est comme s'il n'avait plus eu d'histoire. C'est comme si il n'avait pas été un individu singulier. À un moment, c'est ce que va dire Maurras, c'est comme s'il y a eu une grande lessive où tout ce qu'il était a été éliminé, et il reste un être transparent qui se soumet totalement à la culture ici de Maurras. Et donc, vous voyez que les exceptions, elles confirment là aussi la règle, parce que ce que fait Maurras, ce n'est pas d'accepter, même à petite dose, une altérité, c'est de dissoudre totalement cette altérité, et une personne en quelque sorte, pour
à en faire un être qui est complètement reconstruit sur ses bases à lui. C'est ça l'assimilation. Assimiler, c'est éliminer l'altérité de l'autre. Mais en éliminant son altérité, on élimine sa personne en quelque sorte. Il faut qu'il devienne un être transparent, un être qui n'a plus rien à défendre en tant que tel, qui n'a plus rien de singulier. Et s'il fait ça, alors là, oui, il peut devenir un bon Français. Si en plus il meurt à la guerre, ça fera qu'il n'y en aura pas beaucoup. Oui, c'est la notion d'assimilation, elle confirme cette incapacité à assumer quelque différence que ce soit, quelque altérité que ce soit. Jusqu'à nos jours, ça a beaucoup d'importance, parce que dans cette fameuse discussion sur intégration, assimilation, dans le fond, l'intégration, c'est quoi? C'est le fait que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui doivent effectivement faire des efforts pour s'adapter à nous, et nous, on fait des efforts pour aussi s'adapter à eux. Il y a des compromis, il y a, etc. Et ça se passe la plupart du temps, et je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, quand les gens de Calais, on les a mis dans des tas de villages, etc. La plupart du temps, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est l'intégration. Si on prend comme... si ce qu'on veut, c'est l'assimilation au sens de Maurras, ça ne peut pas exister. On ne peut pas éliminer tout ce qu'on est, éliminer tout ce qu'on a comme culture, comme passé, comme identité propre, etc. Et donc, si c'est ça qu'on attend de quelqu'un, ben ça se passera nécessairement mal, parce que on trouvera à chaque instant quelque chose qui est une coutume, une façon de parler, qui n'est pas de l'assimilation pure et simple. Et c'est ce qui se passe. C'est le discours sur l'assimilation, c'est ça qu'il produit. Alors que dans les faits, les choses sont... bon, après ça dépend des circonstances, de la conjoncture, de tas de choses, mais les choses peuvent, en tout cas, sont solubles. Dans le cas où ce qu'on recherche, c'est ce qu'il appelle l'assimilation, c'est impossible. C'est ce qu'avait dit, ce que disaient les Noirs américains. On ne peut pas se peindre en blanc. On ne sera jamais exactement comme vous. On ne peut pas ne pas avoir eu des parents esclaves. Ne nous demandez pas quelque chose qui est impossible. Or, ce que demande la notion d'assimilation, c'est quelque chose d'impossible. Voilà. Et je voulais juste rappeler que c'est bien dans ce sens. Bon, je le raconte dans le détail dans mon livre, mais c'est bien dans ce sens que, au Front National, au Rassemblement National maintenant, on parle d'assimilation et on refuse l'intégration. Vous vous rappelez, la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. Et dans le programme du Front National, vous avez toute une tartine sur les preuves d'assimilation. Et ces preuves, elles sont tellement nombreuses, tellement difficiles à obtenir, et sur tellement de temps, parce que ça ne va pas être en une fois, mais ça sera pendant des années, etc., que, en fait, il n'y a quasiment aucun étranger qui peut vraiment correspondre à cette assimilation qu'on demande. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Maurras préconisait, et j'irai plus loin, il y a un moment où ces recettes ont été exactement appliquées, c'est sous Vichy. Sous Vichy, en France, pas les Allemands, mais en France, vous savez qu'il y avait
la distinction entre les juifs méritants, les gens qui étaient des anciens combattants, qui avaient des médailles, etc., et le reste des juifs. Et justement, c'est-à-dire que ces quelques exceptions, elles n'ont pas empêché les lois sur les juifs et comment dire, une discrimination de masse. Donc, je finis. Cet exemple encore pour montrer que la conception identitaire dont j'ai parlé avec Drummond, ça c'est pas du tout fini avec Drummond, c'est quelque chose qui s'est cristallisé dans les extrêmes droites, c'est même c'est l'identité de l'extrême droite en grande partie. Et ça c'est devenu beaucoup plus large que l'extrême droite. Les conceptions identitaires aujourd'hui, par exemple en France, elles sont prônées avec plus ou moins de radicalité, etc., de façon beaucoup plus large que courant politique qui serait l'extrême droite, en réutilisant son vocabulaire et, on pourrait dire, ses références. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je propose chaque fois, c'est de revenir à qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, conception identitaire? Et c'est ce que j'ai essayé de vous raconter ce soir. Voilà, j'espère qu'on a le temps pour débattre.